Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire à l'occasion de la sortie des livres de la collection My Happy Job aux éditions Vibert. Après avoir parlé des soft skills, du management par le plaisir et je dirais de la zénitude, du plein d'énergie avec Catherine Bory mardi dernier, j'ai le plaisir de t'accueillir Diane, donc bienvenue, bonjour. Merci Fabienne, bonjour, bonjour à tous. Alors, avec toi aujourd'hui, on va parler de ton livre qui s'appelle Slow Working et ce sera Oui. l'occasion, surtout, je dirais, au regard de la crise qu'on vient de traverser, de repenser un peu nos rythmes de vie et nos rythmes de travail et de voir si on peut peut-être faire quelques ajustements pour vivre un peu plus sereinement et peut-être être un peu moins dans la course effrénée dans laquelle on peut tous Mhm. être. Et ce qui va surtout aussi nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on a été chacun, je pense, dans des rythmes très différents depuis le mois de mars. Certains un peu à l'arrêt se retrouvent aujourd'hui à avoir une pleine activité. Mhm. D'autres ont dû cumuler surtout, je dirais, le pro, le perso, un petit peu sur un rythme effréné depuis mars. Donc, on peut sentir l'épuisement qui arrive aussi. Donc, l'idée, ça va être vraiment de voir comment on peut essayer de ralentir. Et au-delà du terme de ralentir, je dirais comment on peut trouver un rythme, un équilibre qui nous convient. Donc, ça va être tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui avec toi. Pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le webinaire, Diane va vous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je regarde le chat dans l'onglet Converser pendant toute la présentation. Je note vos questions et comme ça, quand Diane a fini sa présentation, on peut faire un temps d'échange d'une trentaine de minutes. Et généralement, il y a toujours beaucoup de questions, de partage, de témoignages. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces Oui. webinaires. N'hésitez pas. Ça nous intéressera vraiment aussi de partager vos expériences. Et donc, vous avez la possibilité de communiquer dans l'onglet Converser et vous pouvez choisir d'envoyer à tous les conférenciers et à tous les participants, ce qui peut être très sympa. Comme ça aussi, chacun peut répondre à votre question et ça peut apporter des regards un petit peu différents. Donc, c'est toujours très enrichissant. Je te laisse la parole, Diane, pendant une vingtaine de minutes et puis Oui. merci. Oui, alors en plus je vais faire court, parce que l'idée c'est vraiment aussi d'aller un peu plus sur les questions-réponses. Je crois que c'est ça qui est vraiment aussi intéressant et pour qu'on puisse aussi le mettre en perspective par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc je vais partager mon petit support. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez bien? Oui, ça arrive, voilà, parfait. Voilà. Donc, alors on est ici effectivement pour parler de slow working, de travailler moins mais mieux, et de vous présenter un petit peu le livre. Alors, juste pour introduire, c'est un livre dont je suis très fière. Voilà. D'abord parce que c'est un sujet que je porte et que je défends, le slow working depuis des années déjà. Donc, du coup, j'étais ravie qu'on m'offre finalement l'opportunité de pouvoir développer et d'approfondir un petit peu le sujet à travers un livre et de pouvoir aussi le rendre un peu plus accessible. Et puis surtout de l'aborder, je crois que c'est vraiment une particularité de la collection, c'est de l'aborder aussi de manière très pratique, de ne pas rester dans du concept, de la théorie, des grandes idées comme ça. Alors les grandes idées, c'est bien, c'est important, et c'est souvent le point de départ, mais ce qui est intéressant, et moi ce qui m'intéressait dans cette collection, c'était de pouvoir le rendre accessible et que vous puissiez en fait véritablement le mettre en pratique en fait dans votre quotidien professionnel. Voilà. Alors, juste une petite mention rapide, puisque je suis aussi très fière d'avoir une préface signée Benjamin Blasco, qui est quand même, c'était important de le souligner aussi, qui est le cofondateur de Petit Bambou, de l'application Méditer avec Petit Bambou qu'on ne présente plus. J'ai déjà eu la chance finalement de travailler avec Benjamin sur un programme de gestion consciente du temps qu'on a lancé en septembre 2017 et qui plaît beaucoup. Voilà, donc on a déjà travaillé ensemble, donc c'était d'autant plus touchant pour moi en tous les cas qu'il accepte de préfacer mon livre. Et puis c'est vrai qu'on est vraiment tellement raccord en fait sur nos idées de fond et sur notre travail respectif que ça avait beaucoup de sens que ce soit lui. Voilà. Alors, je vais me présenter vraiment rapidement, juste pour resituer un petit peu, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Diane Ballona-Roland. Je suis fondatrice et dirigeante du cabinet Temps Équilibre. Notre domaine d'expertise, c'est l'organisation, la gestion du temps et l'équilibre, vie pro, vie perso notamment, mais je dirais aussi finalement les équilibres au sens large. Et depuis 10 ans, donc, mon cœur de métier, c'est d'aider les hommes et les femmes débordés, surmenés,
stressés, fatigués, même par les contraintes de la vie quotidienne, à mieux s'organiser, à se réapproprier leur temps et donc à retrouver aussi un équilibre. Et puis, je suis auteure de 7 livres sur l'organisation et la gestion du temps, dont Slow Working, donc mon petit dernier, voilà, dont je suis très fière et qui vient donc rejoindre ses frères et sœurs là. Voilà. Et puis, en tous les cas, il n'y en aura pas d'autres de sitôt parce que je trouve que 7, c'est déjà bien et que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, hein, quand même, hein, comme tu le sais, Fabienne. Euh, un mot rapide sur Temps Équilibre, juste pour situer aussi. Temps Équilibre, c'est d'abord un organisme de formation, mais c'est aussi un cabinet de conseil et de coaching qui a pour mission globale en fait d'accompagner, de sensibiliser, de former les entreprises et le grand public aux enjeux de l'équilibre pro et perso. Donc on est bien dans le sujet et au bénéfice d'une relation au temps apaisée. Véritable levier, hein, tu ne me contrediras pas, Fabienne, de performance au travail et d'écologie personnelle. Alors, on le fait de plein de manières différentes. On a plein de leviers pour le faire. On a une plateforme qui s'appelle Temps Équilibre Entreprise, tempséquilibre.com, qui va proposer des formations en présentiel, notamment en intra, et des FOAD, donc à destination des entreprises, sur la question du temps, de l'équilibre, etc., à travers différents angles. On a aussi une plateforme à destination des particuliers, qui est une plateforme 100% digitale, qui propose des programmes en ligne à destination des femmes actives en quête d'équilibre et de sens, tempséquilibre.life. Alors, les femmes actives, c'est un public que je connais très très bien et que j'accompagne en fait depuis une dizaine d'années. Puisque, alors, pour celles et ceux qui me connaissent, j'avais lancé et animé pendant plus de 8 ans un blog qui s'appelait Zen Organisé. Voilà, donc on me connaît beaucoup aussi, hein, par ce blog finalement, et qui réunissait à l'époque, a réuni, hein, en fait, sur cette période, plus de 2,5 millions de femmes actives. Voilà. Donc c'est un peu m'inscrire aussi dans cette continuité-là. Et puis, plus récemment, depuis 2018, on a créé l'Académie des pros de l'organisation qui forme en fait des futurs professionnels de l'organisation. Donc, c'est un volet qui prend aussi de plus en plus de place dans mon activité. Donc, on forme des home organizers, des office organizers, voilà, des spécialistes comme moi, finalement, de l'organisation. Voilà. Et puis, juste pour conclure là-dessus, Temps Équilibre, c'est aussi un blog, tempséquilibre.blog, et c'est un podcast, le podcast Temps Équilibre, que j'ai lancé en fait en septembre 2017. Voilà, je boucle la parenthèse présentation. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisqu'on est réunis aujourd'hui là pour parler de slow working et notamment du livre, vous expliquer un petit peu le principe du livre. Alors, on est vraiment effectivement sur quelque chose de très pratico-pratique et qui s'articule finalement, hein, comme vous avez pu le voir avec les 3 autres présentations, autour de 10 séances d'auto-coaching. Donc là, on est effectivement sur 10 séances d'auto-coaching pour travailler moins mais mieux. Alors, on les voit là. On va peut-être les détailler un tout petit peu plus pour que vous voyez un petit peu ce que vous trouverez, hein, dans le livre si le webinaire vous donne envie de le lire. C'est le but aussi. Donc, il y a un premier auto-coaching, faire du slow working une révolution douce. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est important de savoir ce que l'on met finalement derrière la notion de slow working. Et on verra qu'il n'y a pas une seule bonne définition, hein, du slow working. Mais en tous les cas, dans l'idée, on est vraiment dans l'idée, en tous les cas, d'une révolution douce. En tous les cas, c'est comme ça, moi, que je l'entends. Travailler avec intelligence plutôt qu'avec excès, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, réhabiliter des temps de réflexion dans ces journées de travail, dire stop aux multitâches, cultiver la pleine conscience pour l'auto-coaching 5, trouver la juste proportion en chaque chose pour l'auto-coaching 6, remettre du plaisir dans ce quotidien. Et la notion de plaisir, elle est vraiment très, très ancrée aussi dans le slow working, elle est importante, comme la notion de la joie également. Quelque chose qui nous a tous effectivement beaucoup concernés et que j'aborde, que je développe voilà, dans le chapitre 8, l'auto-coaching 8, télétravail, coworking, freelancing, travailler moins mais mieux. C'est important pour moi aussi de consacrer un chapitre entier à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que je connais bien aussi. Et forcément, j'entreprends depuis 10 ans, voire plus. Et je crois qu'il y a aussi plusieurs manières d'entreprendre. Et je crois qu'il y a aussi
la possibilité d'entreprendre slow, de manière slow. Et je trouve que c'est important parce que j'ai eu l'occasion d'en accompagner beaucoup et il y a beaucoup de burn-out, notamment chez les entrepreneurs, et une vraie difficulté à trouver un équilibre. Voilà, donc c'était important. Et puis conclure aussi sur la déconnexion. Alors c'est un sujet que tu connais bien, Fabienne. Hein, déconnecter vraiment pour préserver son équilibre et sa santé. Voilà comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, comment est-ce qu'on peut se positionner aussi par rapport à ça. Voilà. Donc les grandes lignes là, des 10 chapitres, des 10 séances d'auto-coaching. Alors, avant de rentrer un peu dans finalement le concept, ce qu'on y met derrière, hein, ce qu'on met derrière la notion de slow working, juste vous dire que je vais aborder 3 leviers, parce que forcément, on ne peut pas tout aborder en 20 minutes, c'est très court. Et j'ai choisi des leviers qui sont, à mon sens, les plus représentatifs, finalement, du slow working. Donc, j'ai choisi de vous parler de manière assez synthétique, hein, de travailler avec intelligence plutôt qu'avec excès, de réhabiliter des temps de réflexion dans ces journées, parce que c'est vraiment, pour moi, le point de départ de toute ma réflexion sur le slow working, et que pour moi, on en avait parlé d'ailleurs sur My Happy Job, je ne sais pas si tu te souviens, Fabienne, aussi, dans le cadre d'une interview, et puis trouver la juste proportion en chaque chose. Donc, cette idée aussi de modération, d'équilibre à trouver finalement entre ces creux, ces trop pleins d'activités, etc. Voilà. Ça te va, Fabienne, sur le programme? Ouais, bon. Slow working, de quoi parle-t-on? Alors, souvent on me pose la question, voilà, comment est-ce que vous définissez le slow working? C'est pas forcément évident finalement, parce que j'ai dû effectivement, forcément, en travaillant sur le livre, me poser plein de fois la question, qu'est-ce qu'on y met derrière cette notion de slow working? Alors déjà, ce qui peut être intéressant de savoir, hein, dans le contexte, c'est que forcément, c'est un concept qui s'inscrit dans la droite lignée finalement, hein, du mouvement slow, qui avait été initié dans les années 80 par le mouvement Slow Food en Italie, et qui avait été porté et défendu par Carlo Petrini, qui est journaliste, sociologue et critique gastronomique donc en Italie. Et puis, vous le savez, hein, probablement, puisqu'on en parle depuis des années, le mouvement slow a essaimé un peu dans tous les domaines finalement de la vie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, on parle de slow parenting par exemple, dans le domaine du tourisme avec le slow travel, dans le domaine même de la cosmétique avec la slow cosmétique, etc. Hein, donc on peut le décliner comme ça un petit peu à l'infini. Et puis évidemment, tout ce mouvement global vient véritablement s'inscrire finalement dans une forme de réponse, de contre-mouvement, en tous les cas, à une société qui vient finalement nous imposer un rythme de vie qui ne nous correspond plus et qui ne correspond plus non plus finalement au rythme et aux ressources naturelles de la planète aussi. Donc il y a vraiment cette idée finalement derrière le slow, et en tous les cas, c'est comme ça moi que je le perçois, et je travaille sur cette idée de se réapproprier son temps depuis 10 ans. La gestion du temps en soi, pour moi, elle n'est pas intéressante. L'idée, c'est comment on peut effectivement se réapproprier son temps et de pouvoir, autant que possible, effectivement, l'adapter à son propre rythme, que ce soit d'ailleurs dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, mais aussi donc, dans le monde du travail. Donc, le slow working, finalement, c'est une déclinaison de ce mouvement dans le monde du travail et notamment dans le monde des entreprises, puisqu'on subit aussi, hein, évidemment, on le sait, une pression très forte au niveau des rythmes, au niveau d'une pression au niveau de la productivité, voilà, de travailler toujours plus. Alors, on peut tous travailler beaucoup, toujours plus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand et à quel prix aussi. Moi, je crois que le véritable enjeu, c'est de voir comment on peut finalement rester dans cette efficacité qui nous incombe à tous, hein, quand on occupe un poste, c'est pour atteindre des objectifs, c'est pour remplir une mission. Donc, c'est pour ça qu'on a un contrat de travail. Donc, on ne peut pas faire fi finalement de cette efficacité qui est nécessaire, mais la question à se poser, c'est dans quel cadre on le fait. Comment est-ce qu'on le fait et à quel prix? Et pour moi, l'enjeu, c'est de rester finalement dans cette efficacité tout en préservant, en fait, hein, et c'est ce sur quoi je travaille depuis des années finalement, tout en préservant
son équilibre personnel et tout en apprenant finalement à gérer son énergie dans la durée. Tenir finalement le rythme dans la durée. On prend l'exemple par exemple d'une prise de fonction, une montée en compétence. On sait en général sur une prise de fonction, notamment sur un poste d'encadrement, on est sur des montées en compétences qui durent entre 6 mois et 1 an. L'enjeu, ça va être quoi sur cette montée en compétences? Ça ne va pas être de s'épuiser effectivement au bout de 6 mois en travaillant, en jetant toutes ses forces effectivement dans la bataille, parce qu'on sait que ça demande beaucoup d'énergie de prendre de nouvelles fonctions, surtout un poste de management. Là, l'idée, c'est de voir comment, par exemple, on peut y parvenir, mais tout en tenant le rythme dans la durée et en étant toujours donc en capacité d'assumer ces fonctions qui sont importantes, justement, au bout d'1 an et de ne pas griller toutes ces cartouches pendant ce temps-là. Donc, pour moi, le slow working, c'est véritablement, finalement, une forme de révolution douce, finalement. C'est rentrer, finalement, en résistance dans cette société, finalement, qui va nous imposer. Alors, on le sait, on en parle depuis des années, finalement un culte de l'urgence, un culte de l'immédiateté et une pression de plus en plus forte qui broie les gens, en fait. Donc, c'est vraiment aussi pouvoir se réapproprier l'idée, finalement, de travailler différemment et de travailler autrement. Voilà. Donc, c'est pas seulement, finalement, travailler sur son rapport au temps, mais c'est aussi finalement travailler aussi en profondeur sur son rapport au travail, sur la relation qu'on entretient avec le travail et comment on peut finalement, de manière un peu plus large aussi, remettre le travail à sa juste place. Voilà. Alors, pour poser un peu le sujet dans ce premier chapitre, il a fallu définir un peu plus en détail le slow working et j'ai choisi finalement de définir les 14 principes du slow working. Alors, on peut considérer que ça fait un peu beaucoup, 14 principes, et en même temps, voilà, j'avais tourné, quand j'ai écrit le livre, la question un peu dans tous les sens, et c'était difficile finalement d'en couper certains. Donc pour moi, ces 14 principes, ils sont vraiment essentiels. Ils ont tous leur place, à mon sens, dans ce que je mets, en tous les cas, à mon niveau, et à mon modeste niveau, derrière la notion de slow working. Alors, je ne vais pas tous les citer là, il y en a 14. Voilà, vous pouvez en voir quelques-uns ici. Travailler moins mais mieux, ralentir pour mieux agir. Donc, se reposer, on va parler aussi un petit peu du repos, c'est important. D'agir aussi, l'idée d'agir au moment juste, et de choisir l'action appropriée, donc au bon moment. L'idée aussi de doser son effort. Et ça, c'est important parce qu'on est aussi dans un culte de l'effort. Et parfois, l'effort n'est pas toujours nécessaire. Et c'est intéressant de se dire aussi qu'un travail qui demande peu d'effort n'en est pas moins méritant, parfois aussi au contraire. Alors, l'idée de réflexion, on va y revenir, de privilégier la qualité sur la quantité. Évidemment, chaque fois que c'est possible, de privilégier le monotâche au multitâche. Moi, je travaille beaucoup depuis longtemps aussi. Je parlais de Petit Bambou tout à l'heure, de travailler aussi autant que possible en conscience et avec des intentions claires. Pour moi, la question de l'intention, elle est fondamentale et on la retrouve d'ailleurs beaucoup dans la gestion de ses priorités. Et pour moi, la gestion des priorités, c'est véritablement le cœur d'une bonne gestion du temps, en fait. Trouver la juste proportion en chaque chose, donner de la valeur et du sens à son travail, c'est important cette question de sens, et elle revient d'ailleurs souvent, et puis Fabienne, tu en parles aussi beaucoup dans My Happy Job. Choisir la voie du calme aussi, parce que c'est aussi ce qui nous permet finalement de développer justement une relation affirmée mais apaisée au travail, et de faire le choix, là encore, chaque fois que c'est possible, pour une vraie sérénité au travail. Et puis, comment parler de slow working sans parler des autres, sans parler du lien, des échanges, du plaisir qu'on peut trouver aussi à s'ouvrir à l'autre, et finalement à développer aussi, ça rejoint l'idée de pleine conscience, de développer des intentions plus compatissantes et plus aimantes, finalement, avec beaucoup de bienveillance, une vraie bienveillance au travail. Voilà. Donc, pour moi, les principes un petit peu fondateurs du slow working et sur lesquels je travaille depuis très longtemps. Tu m'interromps s'il y a besoin, Fabienne.
Non, non, t'inquiète pas, Non, tout c'est va bon? bien. Il y a Ok. déjà pas mal de questions qui arrivent, donc je Eh bien, note, parfait, je rassemble super. tout. Bon, de toute manière, je vais essayer de ne pas trop développer parce qu'après, on va vraiment dépasser les 20 Exactement. minutes. Les grandes idées, en fait, clés, finalement. Alors, déjà, de travailler avec intelligence plutôt qu'avec excès. Quelques clés rapides pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée, finalement, de ce qui est développé un petit peu dans le livre. C'est d'abord, effectivement, de ne plus confondre, à mon sens, productivité et efficacité. On peut être productif sans être efficace. Or, souvent, quand on parle d'efficacité au travail, à différents niveaux, y compris d'ailleurs on le retrouve dans beaucoup de livres, on a tendance à confondre les deux notions. La notion d'efficacité et la notion de productivité. La notion de productivité, c'est de s'inscrire véritablement, d'être dans de produire beaucoup sur un temps réduit. Donc, il y a vraiment cette idée de quantité aussi atteinte, alors que l'efficacité, c'est atteindre un objectif à travers une ou plusieurs actions utiles. Donc déjà, derrière, il y a aussi l'idée d'action. Donc ça, c'est important. Pour moi, ce sont deux choses dissociées. Et je vais plutôt travailler, moi, quand je vais travailler sur la mise en place d'une démarche de slow working, par exemple, que ce soit à titre individuel ou de manière collective, plutôt sur la notion d'efficacité, voire, on va le voir aussi après, la notion d'efficience, parce que justement, l'efficience va nous amener justement à choisir les bonnes actions au bon moment et à doser donc du coup ses efforts. Il y a un point qui est important, c'est que l'efficacité n'est pas proportionnelle au temps que l'on consacre à une tâche. Or, on le sait, en France notamment, on a une culture, encore aujourd'hui, on a une culture du présentéisme qui est encore très très forte, très ancrée finalement, et qui date du taylorisme, etc. Enfin voilà, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est quelque chose que progressivement, il faut arriver à déconstruire un petit peu, à décorréler finalement entre les deux, parce que ce sont presque deux choses différentes. On peut travailler 10 heures par jour, finalement, on a tous connu, je cite souvent cet exemple, on a tous connu dans nos parcours professionnels un ou une collègue, effectivement, qui a été beaucoup dans l'affichage et qui, au final, n'était pas forcément efficace ou alors, qui brassait de l'air, par exemple, ou peut-être on l'a fait soi aussi sur certaines journées parce que, justement, on se rend compte qu'on a passé beaucoup de temps derrière notre écran à faire plein de choses et au bout du compte, on n'a pas été efficace. Et à contrario, on peut être très efficace et produire un résultat significatif. Ça implique donc de pouvoir aussi définir en amont le résultat attendu. Donc, on peut vraiment décortiquer et travailler sur cette notion d'efficacité en 2 heures de temps, sur une journée par exemple, ou en 1 heure. On peut être efficace 1 heure de temps dans la journée. Donc, ça rejoint vraiment l'idée de travailler moins, mais mieux finalement. Et puis, si on veut creuser un petit peu, et moi, ça, j'aime bien le faire, effectivement, quand je travaille avec des personnes, c'est de s'interroger, soit, finalement, sur sa propre définition de la performance au travail et, de manière un peu plus concrète aussi, sur ses propres indicateurs concrets de la performance au travail. Qu'est-ce qu'on y met chacun, finalement, et on peut s'interroger à titre individuel, je vous invite à le faire si vous le souhaitez, sur, finalement, votre propre définition de la performance au travail. Quand est-ce que moi, finalement, je me considère performant dans mon travail? Est-ce finalement quand je vais répondre finalement très rapidement aux mails qui m'arrivent et que j'arrive à peu près à tenir ma messagerie à jour? Est-ce quand je montre aussi mes réactivités en répondant, en acceptant finalement tout ce qui vient à moi, toutes les sollicitations, etc. C'est intéressant vraiment de creuser ce qu'on y met derrière, en fait. Et ce n'est pas forcément évident comme travail à faire. C'est vraiment quelque chose à faire sur un plan individuel. Et pourquoi pas au niveau d'une équipe aussi. Parce que d'abord, on se rendra compte qu'il n'y a pas une seule bonne définition de la performance au travail, mais que c'est quelque chose de très subjectif. Et que du coup, ça nous amène par la suite à arriver progressivement à définir justement ses propres indicateurs concrets de sa propre performance au travail. Et c'est quand même fondamental parce que ça, on le fait inconsciemment ou non. C'est-à-dire que là, l'intérêt, c'est de conscientiser.
ce travail-là, ce travail de réflexion, parce que de toute manière, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on travaille, en fait, y compris de manière inconsciente, de telle sorte de répondre à ces critères-là et à cette définition de la performance au travail. Je reprends mon exemple de la gestion des mails. Si inconsciemment, je pense que, à raison ou à tort, que je suis performante au travail, chaque fois que je réponds de manière très réactive finalement aux mails qui m'arrivent et que j'arrive à tenir ma messagerie à peu près à jour. Je prends un exemple vraiment basique et qui peut parler à tous. C'est comme ça que je vais agir au quotidien, et alors que finalement, si on réfléchit en termes d'efficacité, ce ne sera peut-être pas la meilleure façon finalement de travailler pour finalement être véritablement efficace au quotidien. Donc ça, c'est intéressant d'aller vraiment décortiquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très concret que vous pouvez faire, y compris, donc je disais tout à l'heure, au niveau d'une équipe. Et donc, évidemment, faire le choix avant tout de l'efficience et d'aller même de l'efficacité à l'efficience. L'efficience, c'est finalement, et de manière un peu rapide, atteindre un objectif, mais de le faire au regard de moyens mobilisés et des ressources, en mobilisant le moins de moyens et le moins de ressources possibles. Donc, il y a vraiment cette idée aussi d'économie d'énergie, d'économie des moyens mobilisés. Et c'est ça qui est intéressant aussi et qui permet véritablement, progressivement, en fait, de travailler moins mais mieux, ou de travailler plutôt avec intelligence plutôt qu'avec excès, etc. Voilà. Pour ce point-là, mais on pourra en discuter si vous avez des questions après sur ce point. Le deuxième point, réhabiliter des temps de réflexion dans ces journées de travail. Moi, ça a été vraiment mon point de départ depuis des années, où j'ai beaucoup, en quelque sorte, milité finalement auprès des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, pour convaincre qu'on ne pouvait pas se passer de réflexion, en fait. Au jour d'aujourd'hui, dans les entreprises, toute la place est donnée finalement à l'opérationnel, à l'action, et finalement, l'action a tendance à prendre le pas sur la réflexion. Or, on a besoin aussi, a fortiori qu'on est dans des situations de management, d'encadrement, on a besoin finalement, véritablement, de réhabiliter des temps de réflexion dans ces journées de travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi bloquer du temps aussi, parce que c'est du travail à part entière aussi, et que ces temps de réflexion que vous allez vous accorder vont vous permettre justement de gagner du temps par la suite. Donc, c'est vraiment pour moi important. J'ai eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats là-dessus, et j'ai beaucoup œuvré. Et ça a été vraiment le point de départ finalement de toute ma réflexion autour du slow working. Alors, vous pouvez d'ailleurs, je trouve intéressant de vous mettre ça, c'est un petit exercice que je propose au début de ce chapitre-là. C'est un petit autodiagnostic, qui peut vous servir aussi à vous interroger finalement sur la place que vous accordez aujourd'hui à la réflexion dans votre vie professionnelle. Donc, quelle place accordez-vous aujourd'hui à la réflexion dans votre vie professionnelle? Combien de temps y consacrez-vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Est-ce que vous avez en mémoire un ou plusieurs souvenirs professionnels dans lesquels le manque, voire l'absence de réflexion, a été la cause d'une erreur? Parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire que le manque de réflexion, ça donne un manque en fait de perspective aussi. Ça ne permet pas d'avoir de la hauteur justement, et d'avoir finalement une vision à 360 degrés d'un contexte, d'un problème, d'une problématique, etc. Est-ce que vous avez réellement l'impression que vous gagneriez en efficacité si vous preniez davantage de temps pour réfléchir, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez... des questions que vous pouvez vous amener à vous poser aussi. Donc, c'est le principe 7 du slow working, réfléchir pour mieux agir. Et donc, effectivement, ça parle de l'importance de réhabiliter des temps de réflexion dans ces journées de travail. L'idée, c'est aussi, je vais essayer de passer un peu rapidement là-dessus, de se réinscrire aussi dans une action à long terme, parce qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure un peu, on est finalement tout le temps dans l'immédiateté, et on manque de distance et de recul finalement souvent pour analyser une situation avec les tenants et les aboutissants. Et donc, je crois que c'est important pour pouvoir justement
être en capacité de prendre de meilleures décisions. Et quand on est en responsabilité, que ce soit un poste de direction ou un poste d'encadrement, ou quelle que soit d'ailleurs la nature du poste, on prend souvent des décisions et donc c'est important de pouvoir faire un pas de côté justement pour prendre de meilleures décisions. Très concrètement, on peut par exemple, définir des plages de disponibilité, mais aussi des plages de non-disponibilité dans son agenda. Et ça, c'est important de pouvoir, très concrètement, se bloquer du temps. Alors, ça va dépendre de la nature de votre poste et de vos missions, mais ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être plus, ça peut être un temps chaque jour aussi, pour pouvoir prendre ces temps de recul et ces temps de réflexion. Et ça, c'est vraiment une réponse aussi ce que j'appelle moi, justement, c'est le contre-pied un peu du slow working, c'est le fast working ou le travail rapide. Alors, j'ai essayé de définir un peu ce qui me semblait être les principales composantes du fast working aujourd'hui, finalement. Je vais les passer rapidement là, mais vous les retrouverez dans le livre. Quand on s'inscrit finalement dans le fast working, on va préférer les solutions immédiates et claires à court terme plutôt que les solutions à long terme. On va privilégier ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise et ce qui nous est facile, ce qui peut nous pousser finalement à procrastiner ce qu'on ne connaît pas, ce que l'on ne maîtrise pas et ce qui nous apparaît comme difficile. On va survoler un problème de manière superficielle pour le résoudre parce qu'on ne sait plus finalement penser à fond, penser profondément. On parle aussi du deep work, justement, j'en parle aussi un petit peu dans le livre. On va prendre des décisions hâtives sans tenir compte des tenants et des aboutissants, des enjeux, des conséquences de celles-ci sur les autres, sur notre environnement ou sur nous-mêmes, donc l'écologie aussi d'une décision. On peut faire preuve d'impatience et changer de stratégie sans arrêt, être incapable d'attendre que la solution mise en place ait le temps de porter ses fruits. Alors, je donne un exemple, c'est ce qui nous pousse par exemple à ne pas supporter, par exemple, qu'un collègue ne réponde pas instantanément au mail qu'on vient de lui envoyer. Et donc, on est aussi dans une société finalement, et d'ailleurs pas que dans le monde du travail, où on ne sait plus patienter. Voilà. Alors qu'effectivement, l'impatience, c'est aussi l'ennemi d'un travail de valeur. Voilà. Et puis, 6e composante du fast working, c'est agir avec réactivité aux événements qui surgissent un petit peu au fil de la journée, en répondant prioritairement donc aux sirènes de l'urgence, au détriment d'une bonne gestion des priorités, de ce qui compte vraiment et de ce qui devrait prioritairement avancer. Voilà. Là, je vais passer parce que pour qu'on puisse ne pas prendre trop de temps, mais je vous livre juste pour le montrer, en fait, 7 pistes pour faire un pas de côté et aborder justement un problème sous un autre angle. Donc, c'est des petites pistes, en fait, aussi pour s'inscrire justement un petit peu plus dans la réflexion et dans des décisions peut-être plus faciles à prendre. Voilà. Et puis, le dernier point, trouver la juste proportion. Yann, je me permets juste de t'interrompre 2 minutes. Il nous reste une petite demi-heure. Donc, du coup, il faudrait… Je vais juste le passer rapidement sans le développer. Voilà. Trouver la juste proportion entre chaque chose, ce que j'avais prévu. Je n'avais pas prévu de le développer. Super. Et après, on passe aux questions qui sont nombreuses. Exactement. Alors, votre investissement au travail est-il… Question que vous pouvez vous poser par rapport à ça. Votre investissement au travail est-il juste ou disproportionné? Question. Quelle place accordez-vous à votre travail dans votre vie? Juste, un point qui est fondamental, c'est de trouver le juste équilibre entre travail et repos. Travail et repos, ça va ensemble. Ils sont partenaires. Donc, on ne peut pas faire l'impasse à chaque fois qu'on est dans l'activité, de l'alterner avec des temps de repos. Et donc, ça passe aussi par des temps de pause et c'est important, fondamental même, de mettre régulièrement son cerveau sur pause et de le basculer, ce qu'on appelle en fait dans le mode réseau par défaut. Conscientiser, respecter chaque fois que c'est possible aussi son tempo personnel et puis observer et rééquilibrer aussi des petites pistes, mais il y en a beaucoup, voilà, plein d'autres évidemment, vos creux et vos trop-pleins d'activité. Voilà. Ça te va comme ça? Est-ce qu'on n'a pas le temps du coup d'aller regarder l'extrait du livre, mais peut-être on fera à la fin, le mettre. Si tu veux. Oui, voilà, très bien. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de questions, donc tant mieux, c'est bien. En profiter pour aller dans le vif du sujet. Ouais. Une première question déjà qui est très introductive, je trouve, une question de Tiffen qui nous demande c'est quoi exactement la gestion consciente du temps?
La Qu'est-ce gestion que ça veut consciente dire? du temps, c'était alors bon, déjà faire référence au programme Le Temps et moi par rapport à Petit Bambou, c'est vraiment justement être dans la pleine, c'est de gérer son temps finalement en étant dans la pleine conscience, en travaillant aussi beaucoup justement sur la gestion de ses priorités et sur ses intentions du jour. Par exemple, un exemple concret, on pourrait par exemple démarrer chaque journée en définissant son ou ses intentions pour la journée. Par exemple, être dans l'écoute et la bienveillance avec mes collègues. Ça peut être d'être vraiment dans l'intention d'aller au bout de tel projet et en étant en fait systématique, enfin le plus possible en tous les cas, hein, dans cette pleine présence et cette pleine attention à son temps, mais pas que à son temps, attention aussi à son ressenti à soi aussi, à ce que l'on ressent, à son niveau de fatigue, à son besoin peut-être de faire une pause, etc. Donc, on peut gérer son temps de manière beaucoup plus intentionnelle. Hein. Derrière la notion de conscience ou de pleine conscience, il y a aussi la notion d'intentionnalité. Et puis, ce programme-là de gestion consciente du temps s'appuie quand même sur 18 séances de méditation qui vous invitent à chaque fois, sur chaque séance, à réfléchir et à vraiment travailler différents points de sa gestion, de la façon, en tous les cas, dont on vit le temps. Pour ne pas dire gérer, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop dire gérer son temps, mais plutôt vivre le temps et se positionner par rapport à lui. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel. Et du coup, l'une des questions, Oui. c'était est-ce que la première étape, c'est d'apprendre à se connaître pour trouver Ah qu'est-ce oui. qui nous convient à nous? Et oui, et oui, c'est important et c'est indissociable d'ailleurs de la notion d'équilibre aussi, d'écologie personnelle. C'est pour ça que c'est indissociable et que je trouvais que le slow working, c'est pas que quelque chose qui doit descendre de l'entreprise, c'est quelque chose qui vient de soi aussi et qu'on peut aussi développer et creuser finalement à son niveau. Et ça, c'est important parce que ça nous donne des ressources et des leviers aussi pour mieux vivre son travail et mieux vivre son temps et son équilibre. Moi, je dis souvent que le point de départ, quand on veut travailler sur son temps et sur son équilibre, ça passe par deux questions qui se ressemblent et qui sont complémentaires. Hein. C'est, et je le dis tout le temps, donc ça doit ressortir d'ailleurs dans certaines interviews, mais ce n'est pas grave parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Deux questions, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Alors, ça paraît très basique, très développement personnel, et pourtant, qui peut répondre à cette question d'autre que vous-même? En fait, vous êtes la seule personne à pouvoir véritablement répondre à cette question. Donc, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Et puis, un peu une variante, on va dire, c'est qu'est-ce qui est nécessaire à mon équilibre? Et ces deux questions qui se ressemblent, hein, alors parfois ça peut être intéressant de poser une question de manière un petit peu plus, de manière différente parce que ça va peut-être résonner à d'autres voilà, autrement. Mais pour moi, quand je travaille avec quelqu'un, c'est souvent le point de départ, y compris d'ailleurs en formation. Et souvent, moi, j'ai pu me rendre compte que beaucoup de personnes ne savent pas toujours répondre à ces deux questions. Et pourtant, pour moi, c'était fondamental. Et donc, effectivement, ça nécessite de se connaître, de faire un travail sur ses propres valeurs aussi, sur ses besoins. On le sait, hein, les personnes qui rentrent dans un processus de burn-out, d'épuisement professionnel, sont des personnes qui, à un moment donné, ont négligé leurs besoins, souvent sur des mois, voire des années, et qui n'ont pas été à l'écoute finalement de ce qui s'exprimait, que ce soit psychiquement, émotionnellement, mais aussi de manière de plus en plus forte dans leur corps, en fait. Et c'est pour ça que la question de l'attention et de la pleine conscience, ça fonctionne bien aussi, parce que ça nous permet de mettre notre attention. Et c'est important moi, je travaille beaucoup sur cette notion d'attention aussi, au sens large, parce que on ne peut pas bien gérer son temps sans faire un travail aussi sur la qualité de son attention et de sa concentration. Et l'attention, c'est précieux, c'est quand même c'est notre expérience, en fait, c'est là où se porte notre attention. Donc, c'est ce qui révèle notre expérience de vie, en fait, au sens large. Hein, donc, À une autre voilà. question, on te demande comment ne pas se disperser. Justement, comment préserver son attention, sa concentration? Alors, il y a plein de stratégies hein, qu'on peut mettre en place. Ça va dépendre un petit peu du profil de chacun.
On peut, par exemple, je vais donner quelques exemples comme ça, on peut déjà s'interroger sur les conditions aussi très concrètes qui peuvent permettre justement une meilleure concentration, qui va favoriser effectivement une meilleure concentration. Alors, ça peut être typiquement, hein, vous savez que vous avez un travail précis à faire, donc ça nécessite déjà en amont d'avoir une intention claire. Déjà, c'est le point de départ aussi d'une bonne concentration aussi, mais ça va être peut-être tout simplement de savoir mettre en retrait les distractions externes, donc on sait tous le faire, hein, ça va être de mettre son smartphone en mode avion ou de désactiver les notifications, ça va être peut-être si on est dans un bureau, de mettre sa messagerie, sa ligne directe sur messagerie ou de la renvoyer sur un secrétariat. Voilà, c'est des choses très concrètes aussi. Qu'est-ce qui favorise chez moi et en moi, parce que la personne peut être différente d'une personne à l'autre, un état, un esprit concentré. Je prends un exemple, vous avez des personnes qui travaillent bien avec de la musique et d'autres pas du tout, qui ont besoin de travailler dans le silence. Ou d'autres, au contraire, qui ont besoin de travailler et qui travaillent mieux et qui sont plus concentrés avec un espèce de brouhaha, etc. Donc ça, c'est pour ça que la question elle est forcément individuelle aussi. Une autre stratégie, ça va être par exemple, de mettre en place ce qu'on appelle, nous, une stratégie de temps limité. Donc, ça va être, par exemple, de définir des temps d'activité très courts. Alors, c'est des stratégies qui sont connues. Hein. La plus connue, c'est la technique Pomodoro. Hein, c'est le fait de se mettre au travail sur 25 minutes, après de s'accorder un temps de pause, de reprendre un temps d'activité de 20-25 minutes, hein, ce qu'on appelle une tomate, une activité. Et par exemple, voilà, ça peut être un plan de 5 minutes aussi ou 10 minutes, mais l'idée, c'est de se dire que sur un temps court, je mets effectivement en retrait les distractions et je me concentre véritablement sur cette tâche. Mais voilà, il y a plein d'autres stratégies, évidemment. Et alors, on a énormément de questions ensuite sur le décalage qu'il peut y avoir entre l'envie de passer au slow working ou alors même des fois, les personnes font déjà je dirais des choses pour travailler moins mais mieux et prendre, je dirais, conscience de leur gestion du temps et le décalage avec les injonctions qu'on peut avoir Bien par sûr. l'entreprise, par les Alors, proches. Et notamment, on nous citait le cas, par exemple, des entreprises de conseil où on travaille vite et où on est plutôt dans le fast working que dans le slow oui. working. Comment on peut Alors, essayer de jongler? évidemment, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans la théorie et c'est bien beau effectivement de dire voilà, travailler moins mais mieux, etc. Et d'ailleurs, je déconstruis au début du livre les idées reçues qu'on peut avoir derrière et ça peut en faire partie, de se dire bah non, moi clairement dans mon poste, je ne peux pas, c'est pas pour moi, ou j'ai peur d'être tagué de lent, de fainéant, de tir au flanc, enfin, peu importe. L'idée, c'est de voir comment on peut, à un petit niveau, progressivement aussi, d'abord entamer une réflexion sur sa relation au travail et sur sa relation au temps. Si on vit bien le temps qui nous est imposé, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si par contre on sent qu'il y a quelque chose qui coince de plus en plus, parce que le problème c'est ça, c'est que plus on attend, plus ça peut devenir compliqué et plus on peut avoir après des conséquences type épuisement ou autre. L'idée c'est de voir comment on peut introduire des petits pas. Moi, je suis vraiment une adepte de la philosophie des petits pas, hein, de la stratégie du Kaizen. Des petits changements. Être peut-être un peu plus dans la pleine conscience et dans la conscience de ce que l'on fait au quotidien. Ça peut être, voilà, on peut choisir des entrées en fait différentes dans le slow working et pourquoi pas après, parce que vous allez aussi constater finalement que vous n'allez pas être moins efficace et j'ai envie de dire, je peux presque vous l'assurer, que vous serez même encore plus efficace. Ça va être par exemple on prenait l'exemple de la concentration. Chaque fois que vous avez effectivement, on parlait du conseil, un temps de rédaction, de réflexion sur une proposition à rédiger ou sur une reco stratégique ou autre, etc., vous verrez qu'en mettant en retrait les distractions et en étant vraiment dans la pratique du monotâche, vous allez mettre moins de temps et vous allez surtout dépenser moins d'énergie. Donc, le slow working, c'est quelque chose de très concret et qui s'expérimente au quotidien.
Hein, donc, c'est pas quelque chose… Et justement, moi, je parle très peu. J'ai été interviewée récemment par une journaliste du Figaro et qui voulait m'amener un petit peu sur le champ de l'analyse du slow working par rapport aux autres pays, etc. Et en fait, j'ai pas voulu aller sur ce terrain-là, une étude approfondie du mouvement, etc. L'idée, c'est de proposer quelque chose qui s'applique concrètement dans son quotidien, dans ses journées professionnelles. Et pour l'avoir mis en œuvre auprès de plein de personnes, que ce soit des personnes à titre individuel, mais aussi, c'est un travail qu'on peut mener avec les équipes, les entreprises, etc. Je sais que c'est possible, y compris… Alors forcément, ça demande quand même un peu un changement de paradigme, il y a quand même un travail à faire aussi, si on le fait au niveau d'une entreprise ou d'un service. Mais justement, là où c'est intéressant, c'est qu'il faut déconstruire les idées reçues. C'est ce que j'évoquais au tout début avec cette idée de productivité. On confond productivité ou même réactivité. C'est pas parce qu'on est réactif et qu'on est comme ça. Moi, il y a une époque, j'étais comme ça, je travaillais dans la communication, puisque j'ai travaillé pendant près de 10 ans en agence conseil en communication sur Paris. J'ai d'abord en tant que salarié, en tant qu'attaché de presse, et puis après en tant que… J'ai créé mes 3 agences. À l'époque, en plus, c'était l'époque des startups qui précédaient les années 2000, etc. Je peux vous dire qu'on était vraiment dans ce rythme-là aussi, où il fallait que ça… Voilà, plus on était speed et plus on parlait vite et plus on était réactif et plus on avait l'impression finalement de faire du bon boulot et d'être efficace. Mais en fait, c'est un leurre. On est vraiment sur un mythe de l'efficacité. Voilà. Alors, avant de passer à la question suivante, on me glisse à l'oreillette. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'expérience? Comme ça, on te verra en plus grand. Ah, le partage d'écran. L'écran, oui, pardon. Hop, voilà. Voilà, parfait. Comme ça, on te voit très bien. Oui. Et du coup, tu disais que c'est possible du coup en entreprise. Quels seraient tes conseils vis-à-vis d'un manager qui, lui, n'est pas adepte du slow working et comment aussi peut-être imposer ses limites à ses collègues qui respecteraient pas forcément les temps qu'on a mis dans son agenda pour de la réflexion ou voilà, comment on peut réussir à jongler avec les autres pour réussir à mettre en application ce que tu nous dis. Alors, déjà, moi, je crois que le point de départ, c'est d'en parler. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant d'amener le sujet sur la table, justement, de pouvoir en parler de manière très sereine et de voir, de travailler un petit peu sur ce qu'on met, par exemple aussi. Moi, j'aime bien quand je travaille avec une équipe, travailler, par exemple, sur la notion d'urgence. Puisqu'on a tous, en fait, des activités, des missions différentes au niveau d'un service. Et donc, on va avoir une notion d'urgence qui va être très différente d'une activité à l'autre, d'un service à l'autre, etc. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir en discuter au niveau d'un service, par exemple. Qu'est-ce que l'on considère, par exemple, comme une vraie urgence ou pas? Et qu'est-ce qu'on met derrière? Et quand est-ce qu'effectivement… et à quel moment on réagit, etc. On peut même définir des process ou des procédures, effectivement, en fonction de telle ou telle situation. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'arriver, en tous les cas, à oser parler du temps et de comment on peut concevoir le temps aussi au niveau d'un service et de voir et de travailler, de poser sur la table aussi cette notion d'efficacité aussi et de performance au travail. Et je pense que plus on en parlera et plus ce sera, plus on harmonisera en fait ce qu'on met derrière les mots, parce que souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps justement d'en parler. Ça peut être intéressant peut-être aussi d'aborder la question des priorités aussi, comment est-ce qu'on gère ses priorités, aussi bien au niveau individuel, au niveau de son poste, mais aussi au niveau d'une équipe. Et ça, c'est intéressant, en fait. Donc, ça peut être un point de départ. Et puis après, je pense que le manager, de toute manière, il est là aussi pour donner l'exemple. Donc, en fait, tout va dépendre. Moi, j'ai animé beaucoup de formations sur la gestion du temps, auprès de tout type, d'ailleurs, de niveau hiérarchique, on va dire. Et combien de fois on m'a dit, mais en fait, c'est mon manager qui aurait dû
suivre la formation parce que lui-même a du mal, effectivement, et je sais que j'ai été manager aussi, je sais combien c'est compliqué, à trouver son équilibre. Il travaille voilà, de 7 heures à 20 heures non-stop, il travaille systématiquement tous les week-ends, les soirs, il nous envoie des mails très tard le soir ou très tôt le matin. Voilà, donc je crois que c'est important aussi de pouvoir donner le bon exemple. Parce que ce que je dis dans le bouquin, justement, c'est qu'on n'attend pas du manager, finalement, qu'il travaille 20 heures par semaine et qu'il fasse peu de tout bois. Finalement, on attend de lui, justement, qu'il prenne les bonnes décisions et qu'il ait aussi cette hauteur pour pouvoir, justement, bien organiser aussi le travail de son équipe et pour montrer aussi l'exemple en termes d'équilibre, en fait. Mais ça peut remonter plus haut, c'est-à-dire que c'est aussi comment on le conçoit et quelle est la culture aussi, forcément, de l'entreprise, hein, et notamment sur les petites entreprises, les petites structures hein, aussi. Ouais. On a 2 questions par rapport à la période actuelle qu'on vient de vivre. On a un témoignage une personne qui nous dit: «J'ai pris de bonnes habitudes pendant le confinement pour mieux voilà, gérer mes journées, pour prendre soin de moi avec des rituels justement où je dirais le rythme était un peu différent». Comment réussir à garder ces bonnes habitudes prises pendant le confinement quand le rythme reprendra, je dirais, de plus belle et qu'on sera à nouveau peut-être un peu plus sous le stress avec un rythme un peu plus dense? Quels seraient tes conseils pour que tout ça ne soit pas possible que quand on a un rythme une activité plus lente? Alors déjà, l'avantage, c'est que le fait d'avoir pu installer de bonnes habitudes, c'est un bon point de départ parce que souvent, ce qui est difficile quand on installe une nouvelle habitude, c'est les débuts. Puisque au départ, pour installer une habitude, il faut faire des efforts conscients, du coup, jusqu'à ce que ça s'automatise et que ça devienne, du coup, d'ailleurs, c'est pas géré après par les mêmes zones du cerveau, et que ça devient beaucoup plus automatique. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez déjà réussi à inscrire ça comme une habitude, donc dans cette période de confinement et même de déconfinement, ça sera plus facile pour vous de maintenir, de maintenir ça quand le rythme aura repris. Ce qui est important aussi, c'est que ça vous a permis surtout en fait de voir justement de ressentir les bénéfices. Mmh. Donc quand on est convaincu que quelque chose a un vrai bénéfice sur soi, et peut-être d'ailleurs à différents niveaux, hein, au niveau de son stress, au niveau de sa disponibilité, peut-être au niveau de sa clarté d'esprit, et ça peut être intéressant de s'interroger justement sur qu'est-ce que ça nous a apporté en fait concrètement et pourquoi finalement on l'a bien vécu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais en fait, moi j'ai très très bien vécu cette période, même si ça a été parfois un petit peu animé entre l'école à la maison et le travail à la maison. Mais en tous les cas, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir avancé davantage et d'avoir eu surtout beaucoup plus de sérénité Mmh. parce que moins de sollicitations, etc. Donc, ça peut être peut-être d'aller voir plus précisément ce que cela vous a apporté, parce que la réponse peut être différente d'une personne à l'autre, et de effectivement pouvoir le préserver autant que possible. Donc, ça peut être, en fonction de ce que vous aurez identifié, ça peut être effectivement, je ne sais pas, par exemple, de ne pas accepter toutes les sollicitations qui se présentent à vous, par exemple, ou peut-être de les différer un peu dans le temps, d'éviter de répondre de suite, de vous engager de suite. Ça peut être de limiter les projets sur lesquels vous allez travailler. Donc, tout va dépendre du bénéfice que vous avez ressenti pendant cette période. Mmh. Mmh. Et toujours par rapport à la situation actuelle, quels seraient tes conseils un peu plus spécifiquement en télétravail? Où la frontière vie pro, vie perso est peut-être plus floue, où on nous dit aussi il y a beaucoup de visio, beaucoup d'attentes aussi de l'employeur. Quels seraient les conseils un peu plus spécifiquement pour ceux qui se retrouvent à beaucoup télétravailler? Alors, de faire attention au surinvestissement aussi. On le sait, alors les personnes qui découvrent le télétravail le découvrent là, hein, effectivement, souvent, et d'ailleurs les études le disent, on travaille plus en télétravail. On est souvent aussi plus efficace parce qu'effectivement, moins de perturbations extérieures. Après, ce qui va être important, c'est peut-être de travailler davantage aussi sur la gestion de ses priorités. On le voit aussi avec les entrepreneurs, hein, nombreux entrepreneurs qui travaillent de chez eux. Moi, je les accompagne depuis longtemps aussi. J'ai moi-même longtemps travaillé aussi de chez moi et j'y reviens là aussi un petit peu. C'est important justement même qu'on travaille de chez soi, de cloisonner. Je
pense que ça, c'est fondamental. Et d'arriver à définir aussi ces règles de travail. C'est-à-dire que quels sont véritablement mes horaires. Alors, quand on travaille dans l'entreprise, souvent les horaires, ils sont définis déjà. Mais en tous les cas, de ne pas tomber dans l'excès inverse, qui serait effectivement de travailler en continu et qu'il n'y ait plus effectivement ces temps réservés, surtout que parfois tout se mélange au niveau des lieux, ces temps réservés à la vie personnelle, à la vie familiale, etc. On peut le faire de manière très simple parfois, surtout qu'on peut ressortir maintenant. Ça peut être en instaurant des sas de transition, justement, entre le domicile, entre guillemets, et le travail. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Je partais, donc je quittais mon domicile, je partais déposer ma petite dernière à l'école. Je passais par le café, où je prenais un temps de pause, comme je le faisais à l'époque où j'étais salariée. Et puis, quand je revenais au travail, en fait. Et c'est vraiment aussi une question d'état d'esprit et de disponibilité. Voilà. Après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place progressivement. Ne pas s'isoler des autres aussi. Et là, ce qu'on a vu effectivement là, pendant la période de confinement, c'est effectivement l'explosion des visioconférences. Alors moi, c'est un outil que j'utilise depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert. Et ça, c'est pareil, c'est un petit peu comme la réunionnite en entreprise. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on y assiste parce qu'il faut qu'on y assiste. On n'a pas toujours la possibilité de dire non. Mais quand parfois notre présence n'est pas forcément indispensable et nécessaire, peut-être aussi tout simplement se contenter peut-être de regarder un replay ou de donner quelques consignes, etc. Tout dépend du niveau de responsabilité qu'on a et de nos marges de manœuvre, en fait. Et une dernière question qui va te parler par rapport aussi à un de tes autres livres sur la procrastination. Est-ce que le slow working peut être source de procrastination? Et on nous demande comment l'éviter? Et moi, je dirais, est-ce que c'est forcément gênant? Alors, il n'y a pas de rapport en fait entre le slow working. Il n'y a pas de rapport direct en fait entre le slow working et la procrastination. C'est un sujet que je connais bien aussi pour le coup. J'ai envie de dire au contraire, parce que quand on va s'inscrire dans le slow working avec cette idée de travailler moins mais mieux, donc d'être plus efficace sur globalement un temps plus court et parfois même en travaillant plus lentement quand c'est nécessaire, au contraire, on va avoir tendance justement à moins procrastiner parce qu'on va cibler justement son action, son attention sur un temps précis, sur un temps court. Donc, il y a vraiment cette idée de cible, finalement, on va doser aussi son action, son effort sur un temps limité. Donc, et donc, ça nécessite aussi d'avoir une idée très claire, en fait, de ce que l'on va faire, quand on va le faire, etc. La procrastination naît souvent d'ailleurs d'une forme d'éparpillement mental. Alors, il y a plein de causes. On est vraiment sur un phénomène multifactoriel. Souvent, alors, s'appuie sur des ressorts conscients, mais qui prend sa source dans des ressorts inconscients aussi. Donc, la procrastination, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment pas forcément effectivement corrélé au slow working. J'ai envie de dire au contraire. Et oui, tu le disais, parfois la procrastination, ça a du bon. C'est-à-dire qu'on est aussi dans le choix de l'action juste et du bon moment. Et dans certains cas, différer, reporter dans le temps, c'est parfois la meilleure chose que l'on a à faire. Typiquement, si vous avez une énergie, l'énergie d'un mollusque, une après-midi, et que vous avez beau insister et que vous n'arrivez pas à sortir le travail sur lequel vous devez, que vous devez rédiger, etc., et que vous êtes complètement improductive, finalement, la meilleure des choses que vous pourrez faire à ce moment-là, c'est de différer votre action, peut-être au lendemain, peut-être au lendemain plus tôt, etc., plutôt que d'insister. Et là, il vaudra mieux effectivement procrastiner. Donc la procrastination peut être aussi positive dans certains cas et peut avoir du bon. Et tu rejoins un des témoignages aussi pour finir, où je cite la personne qui nous raconte un peu son témoignage. Je réfléchis au travail souvent en sortant marcher, mais je culpabilise. Donc on lui dit de pas culpabiliser et que c'est Oui, très on bien. lui dit de ne pas culpabiliser. Et d'ailleurs, j'en parle de la marche à la fin, dans le dernier chapitre sur la déconnexion. Tout ce qui peut on peut travailler de plein de manières différentes, en fait. C'est-à-dire que ces temps
aussi où on va déconnecter. Je vous parlais tout à l'heure de mettre son cerveau sur pause. Ce sont des temps qui vont nous permettre d'être plus créatifs, d'ouvrir en fait aussi le champ des possibles et d'aller sur d'autres choses. Moi, mes meilleures idées, je les ai eues au café. Je travaille beaucoup aussi dans les cafés. À écouter, à être un peu ouverte comme ça, dans une forme d'attention diffuse à tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est souvent là, en fait, ou même parfois en faisant quelque chose de manière un peu, voilà, y compris par exemple en faisant une vaisselle, on l'a tous vécu, on fait quelque chose, on prend la douche, pof, on a la super idée. C'est pas forcément en forçant, en fait, qu'on va ressortir quelque chose à tout prix, en fait. Et le slow working, justement parce que ça va permettre de cibler notre action sur des temps parfois plus courts, va nous rendre aussi des temps qui vont pouvoir être alloués justement à plus de créativité. Et ça, on le voit bien, on en a tous besoin aujourd'hui, un plus que jamais. Exactement. Bon, aller prendre l'air et aller profiter aussi de la Exactement, oui. nature, ce sera notre Bien sûr. dernier conseil du jour. Merci beaucoup, Diane, c'était un Mais vrai je t'en plaisir. prie. Et puis, je vous rappelle à tous et à tous que les livres sont du coup disponibles en librairie, vente en ligne. On reste justement dans le slow avec l'après-confinement, donc parfois les commandes peuvent prendre un peu plus de temps, donc n'hésitez pas, le site de la FNAC est très réactif. Et puis sinon, n'hésitez pas à les commander auprès de votre libraire préféré. Mais en tout cas, les livres sont bien disponibles. Donc je vous rappelle celui de Diane sur le slow working. Et dans les webinaires d'avant, vous retrouvez celui sur les soft skills avec Christophe Deval. Vivement lundi sur Manager avec le plaisir avec Franck Pani, Zen et en forme avec Catherine Bory, et donc ces livres sont à retrouver aux éditions Weber. Et donc on vous invite notamment aussi à l'approche de l'été à vous plonger dedans, et on espère que vous y trouverez plein de conseils pratiques. Et donc merci encore une fois Diane. Merci, Et merci Fabienne. au plaisir de se Et retrouver. merci Et à puis, comme tous. je vous le disais, ces webinaires voilà, sont vraiment un plaisir, et je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour. Donc, je vous dis à bientôt, et je suis persuadée qu'on en relancera très prochainement à suivre sur My Happy Job. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À Au bientôt. revoir.